bonjour. Bonjour, Emmanuel Le Chypre. Frédéric, vous êtes économiste, professeur affilié à l'ESCP, président fondateur de l'Institut Santé, et vous publiez Les Itinérants de la Santé aux éditions Michalon. Alors j'étais étonné, Frédéric Bizard, on vous connaît, on vous a même remis le prix du meilleur livre d'économie de l'année pour vos ouvrages précédents, vos réflexions sur la santé. Et alors là, l'effort de pédagogie que vous faites pour, avec un récit d'anticipation qui concerne des cas concrets avec des personnages, des familles, etc., c'est le livre peut-être le plus pédagogique, franchement, qu'on peut lire sur les difficultés de notre système de santé et les réformes pour résoudre ces problèmes. Alors, avec votre livre, on se projette en 2050. Il y a deux pays dont les systèmes de santé connaissent dans les années 2000 les mêmes difficultés, sauf que à partir de 2010, il y en a un qui décide de se retrousser les manches et de rénover son système de santé, et l'autre qui ne le fait pas. Faites-nous la photo en 2050 de chacun des deux systèmes. Alors, si on ne réforme pas les deux, étant partis d'assez haut avec un formidable système de soins au XXe siècle, et donc l'un fait la réforme et donc prolonge tous les bénéfices d'un bon système de santé, et l'autre ne la fait pas et donc voit son système décliner. Donc souvent on me demande, mais qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à faire la réforme? Donc on est parti en effet 2050, si on ne fait pas la réforme, dans le pays qui ne la fait pas, sont les Albaches, donc avec la France en arrière-plan, vous aurez un système public de santé public qui sera de relative mauvaise qualité pour les plus pauvres. On reviendra un peu en arrière avec un hôpital public qui reçoit la population la plus pauvre et les indigents, un peu les marginaux de la société. Puis vous aurez un grand secteur privé divisé en deux groupes, avec un secteur privé appelé low cost, avec des services qui coûteront pas trop cher pour toute la classe moyenne, mais plutôt de mauvaise qualité. Et puis vous aurez un secteur privé premium, de grande qualité, financé par des assureurs privés pour ceux qui en ont les moyens. Donc vous sortirez de ce système universel solidaire de santé, et puis donc vous aurez ce que vous pouvez vous payer. Si vous ne pouvez rien vous payer, vous aurez encore un secteur public. Donc c'est ça. Et ça, c'est important à comprendre, parce que évidemment, alors là, pour un philosophe, si vous voulez, vous changez de société. On me dit, mais alors, qu'est-ce qui... voilà, il va se passer ça. Et alors, c'est pas la même société du tout. Donc, vous voyez, il y a plus besoin, il y a plus de sécurité sociale. Vous savez que, et c'est pas un monde imaginaire, parce que si vous regardez la Cour des comptes qui a sorti il y a quelques jours, qui montre qu'en fait, la sécurité sociale en 2025 est en cessation de paiement. C'est-à-dire qu'on ne sait plus gérer les déficits prévisionnels de ce projet de loi de financement de sécurité sociale. On pourrait y revenir 2 secondes. Mais donc, malheureusement, nous ne sommes pas dans un scénario complètement imaginaire. Et donc, Frédéric Bizard, par contraste, racontez-nous comment ça se passe dans le pays qui, lui, a réformé son système de santé. Donc, dans le pays qui a réformé son système de santé, alors il y a 5 éléments à comprendre. C'est qu'un, il faut partir de la santé publique. Vous savez, notre système de santé, il ne se préoccupe pas de la santé publique. On ne parle pas des besoins de la population. Ouais. On n'a pas d'objectif de santé publique, de se dire je vais baisser la quantité de cancer, je vais améliorer tel... Non, on ne parle pas. En fait, c'est une gestion qui est budgétaire. On dit il faut qu'on arrive à dépenser 5 milliards de moins, c'est tout, puis on trouve les économies là où il faut. Donc vous voyez, c'est une gestion d'une offre sans se préoccuper de la demande. Bon, un système de santé performance, c'est un système de santé qui dit de modèle de santé publique, qui part de la situation dans son pays, des besoins de santé publique, qui fixe des priorités avec une stratégie nationale de santé publique pour atteindre une priorité. C'est un pays qui investit dans le capital humain. Ce qu'on a fait un petit peu dans le travail, le plan d'investissement compétence, on a dit qu'il faut investir dans la compétence. Ouais. Eh bien, il faut investir dans la compétence en santé des individus, parce que quand vous avez un vieillissement très important de la population, ce qu'il faut, c'est conserver plus longtemps les gens en bonne santé pour qu'on ait un effet, neutraliser cet effet vieillissement. Et donc, ça, c'est majeur tout au long de votre livre. D'ailleurs, à chaque âge de la vie, vous mettez l'accent, effectivement, sur l'optimisation de ce capital santé. Avec un compte personnel de prévention, comme il y a un compte personnel de formation, vous donnez la possibilité, parce que c'est pas une incantation, la prévention, c'est pas il y a qu'à Faucon. Bon, s'il y a 25% de la population qui fume, c'est que manifestement, on n'est pas arrivé, pas simplement à convaincre, mais à éviter que des gens rentrent dans le cycle de la cigarette et à ce qu'ils en sortent quand ils en sont rentrés. Bon, donc oui, mais il faut donner des outils pour ça. Il faut une stratégie, encore une fois.
Et il faut des outils. Il faut redynamiser toutes les spécialités phares de la prévention qui sont complètement délaissées dans notre système. Je vous en prends quelques-unes. La médecine du travail, la médecine scolaire, la spécialité de santé publique, mais y compris la médecine interne. Bon, tout ça, c'est complètement considéré comme secondaire, voire inutile dans notre système. Or, c'est au cœur d'un système qui fait de la santé publique. La deuxième chose, c'est qu'il faut des outils. Il faut permettre aux gens de pouvoir consommer du service de prévention. Ce système de compte personnel de prévention le permet. Il faut aussi, dans ce pays où ça va bien, c'est que vous avez nettement mieux structuré ce qu'on appelle le parcours des soins des patients chroniques. Ce qui pèse les 2/3 des dépenses publiques et 80% de la croissance, c'est les 13 millions de Français qui ont une ou plusieurs affections de longue durée. Or, ces 13 millions de Français sont largement laissés à eux-mêmes. Et la différence avec le XXe siècle, c'est que, et les pathologies aiguës, c'est que c'est un parcours qu'il faut gérer. Il ne faut pas se préoccuper que vous soyez bien pris en charge par votre diabétologue à un instant T. Il faut veiller à ce que vous ayez un parcours. Donc, il faut un contrat thérapeutique qui vous permette d'avoir toutes les ressources humaines et technologiques nécessaires. Frédéric, on comprend bien comment ça fonctionne. La question maintenant qu'on se pose, c'est évidemment comment passer d'un système de santé en train de s'asphyxier à ce système de santé performant, c'est-à-dire que dans votre livre, comment on a réussi à enclencher finalement ce nouveau cercle vertueux du système de santé. Pour l'enclencher, je pense que la mère des réformes, c'est ce qu'on appelle de faire évoluer la gouvernance. D'abord, il faut tout mener de front. Il y a 5 piliers à mener. J'en ai cité 3. Il faut citer aussi la diffusion massive des innovations thérapeutiques qui sont là. Mais vous savez, c'est la phrase de Saint-Exupéry, c'est que l'avenir, c'est le présent remis en ordre. Il faut remettre les choses en ordre. Nous avons la chance de ce pays d'avoir toutes les ressources humaines, financières, technologique, oui, humaine, il ne manque rien dans ce pays. Par contre, c'est un grand désordre. Donc il faut remettre de l'ordre. Et ce qui remet de l'ordre, c'est la gouvernance. C'est-à-dire qui pilote quoi. Encore une fois, la gouvernance au niveau de l'État, il y a un énorme désordre dans la gouvernance de l'État. Quand on connaît un petit peu le fonctionnement de l'État, ça ne peut pas bien marcher. Vous avez des agences à droite et à gauche. Quand le Covid crash test pour voir s'il y a une bonne gouvernance, on se dit, mais il y a un haut conseil de santé publique, un haut conseil d'administration maladie, et puis on se dit, mais qui fait quoi? En fait, personne n'est capable de gérer une crise. Donc je crée ex nihilo un comité scientifique, vous voyez, pour vous dire. Eh bien, c'est pareil dans le quotidien. Donc, il faut remettre de l'ordre avec une grande agence de santé publique, ce qu'on appelle les CDC, ce qu'ont font les Anglais et les Américains, parce qu'ils sont meilleurs que nous en matière de santé publique, sont moins bons sur le soin. Bon, donc il faut une agence de santé publique, mais pas un Santé publique France qui est un microcosmique. Il faut un pilier solide qui permette de dire à l'État, il faut que tu ailles dans cette direction. Nous, experts de santé publique, on te dit, toi, le politique, d'aller dans cette direction. Et c'est de la réorganisation, c'est pas créé, et c'est à budget équivalent. Toute la réforme, elle est à enveloppe constante si vous prenez l'argent privé, l'argent public actuellement dépensé. Il faut que l'État se réorganise. Toutes ces agences régionales de santé, ça ne marche pas. L'agencification de l'État, si vous regardez depuis 15 ans, ça ne marche pas. Utilisons les préfectures, rationalisons la chose. Ça évitera cette suradministration. Donc réorganiser l'État. La chose très importante, c'est les territoires. On dit depuis 15 ans, il faut territorialiser pour être proche du local. Oui, mais il faut l'organiser. On n'a toujours pas de territoire de santé. On a autant de territoires de santé qu'il y a de secteurs. D'accord ? Donc, on a cloisonné aussi la territorialisation. Et on n'a rien fait pour la population. Il n'y a pas un Français qui connaît son GHT, groupement hospitalier de territoire, sa communauté professionnelle. Il faut créer un territoire, comme l'a fait Napoléon avec les départements, pour les citoyens. Vous avez dans votre territoire de santé l'engagement que vous avez une réponse à tous vos besoins. Service public territorial de santé. Votre promesse, c'est quand même excellence du système de santé pour tous et à proximité. Et à proximité. C'est pour ça qu'il faut une excellence qui soit... Vous avez cette agence de santé publique qui est aussi armée d'un centre de formation, de recherche de haut niveau. Et nous avons les ressources, encore une fois. C'est pas les ressources longues qu'il faut qu'on ait de très bons chercheurs et de très bons professionnels de santé. Nous les avons. Donc, c'est de la réorganisation. Et en même temps, sur le terrain, dans ces 300 territoires qui regroupent 200 000 à peu près personnes, vous avez une organisation sous forme d'un service public. Le seul service public aujourd'hui qui existe, c'est à l'hôpital. Mais au XXIe siècle, il n'y a pas que l'hôpital qui doit être accessible à tous. Donc il faut un service public hospitalier où chaque soignant est un délégataire de mission de santé publique. Donc c'est autour de ça qu'on a organisé. Donc à la fois un État qui est réarmé, mais qui délègue. C'est une délégation de services
services publics à des territoires. Frédéric, pour terminer, les itinérants de la santé, en fait, pour montrer que ce sujet du système de santé ne doit pas être pris à la légère, c'est parce qu'en fait, entre le pays qui a réussi sa réforme du système de santé et celui qui ne l'a pas réussi, le système de santé fonctionne tellement mal qu'il y a une migration qui est une migration de santé. C'est-à-dire qu'il y a la migration de travail, et là, on va vers une migration de santé. Oui, puis il y a une migration, c'est-à-dire que d'abord, on va soigner. Vous savez, notre système, et si on continue à ce qu'il se délite, les gens essaieront de se faire soigner ailleurs. Comme à un moment, des gens venaient en France au XXe siècle pour se faire soigner quand ils étaient mal soignés dans leur pays. Eh bien, nous irons nous soigner ailleurs. Mais c'est une paupérisation. Ou alors, on se retourne vers des médecines fantaisistes. Oui, mais c'est une paupérisation économique, c'est une paupérisation aussi sociale, c'est-à-dire que le vivre ensemble dans un système qui n'assure pas l'accès à la santé, pas simplement aux soins de la santé, est un système qui vit moins ensemble. Donc l'impact sur le bien-être, je rappelle que la définition de l'OMS, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. On ne parle pas simplement de soigner des maladies, on parle à ce que les gens se sentent mieux. Donc c'est un impact, peut-être que dans cette famille Grandet, ce qui est intéressant, c'est qu'on montre que ça fonctionne, ce qu'on propose. Vous savez, ça fait 6 ans, j'ai créé l'Institut Santé, c'est un travail d'intelligence collective, et on a démontré avec ces 4 générations d'une même famille que ça fonctionne, ce qui est proposé, ce qui est important quand même à démontrer.